Alors, peut-être j'avais envie de vous lire l'introduction de mon mémoire, parce que quand on passe à l'écrit, on réfléchit plus à ce qu'on dit que quand on est à l'oral. Donc, je vous le dis tout simplement. La civilisation occidentale est malade, mais ne veut pas le savoir et encore moins se soigner. Les signaux faibles d'un déclin prochain, subi ou choisi, entraînant l'ensemble de la population mondiale dans sa chute, s'accumulent. Les jeunes générations semblent de plus en plus conscientes de cette menace existentielle pour l'humanité, à tel point que 75% des 16-25 ans jugent le futur effrayant. Et 45% affirment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Dans le même temps, les plus hauts niveaux de responsabilité publique comme privée semblent en grande majorité choisir d'ignorer, de contourner ou de minimiser ces alertes, qu'elles proviennent de la communauté scientifique depuis plus de 50 ans, de la réalité depuis plus récemment, ou de ces jeunes qui, il est vrai, ne sont la plupart du temps ni actionnaires ni dirigeants et seulement depuis peu électeurs. Les dispositifs mis en place pour le développement de l'entrepreneuriat engagé sont pourtant nombreux, et pour certains ne datent pas d'hier. Le statut de société à mission instauré en France en 2019 en est un. Si l'appellation semble alléchante et son opposabilité engageante, la création de ce statut n'est pas forcément pour autant une révolution, nous allons voir. La problématique que nous souhaitons traiter ici, dans les limites d'un mémoire de Master 2, est la suivante. Dans quelle mesure la société à mission est-elle une réponse aux besoins de développement de l'entrepreneuriat engagé? Voilà. Donc, je vais vous parler de société à mission, mais aussi d'autres modèles auxquels je vais comparer ce statut. Déjà, pour poser le cadre, les choses arrivent. Ah, voilà. Non, a priori, il y a des soucis de son, on va essayer de rapprocher. N'hésitez pas à nous dire hein, si. On va rapprocher ça. Si le son est un peu. Ok. Est-ce que ça va mieux là pour ceux qui sont à distance? Ouais. Bon, ok, on va dire que oui. Donc à gauche, vous avez. Ok, super. À gauche, vous avez la carte de l'habitabilité de la planète à horizon 2100 dans le scénario où on a plus 4 degrés d'évolution de la température moyenne. Donc en fait, toutes les zones qui sont un peu colorées, c'est des zones où vous avez des jours pendant lesquels il est mortel de vivre en extérieur. Donc on voit que toute la frange entre les deux tropiques, en gros, est plus habitable. À droite, c'est un historique, à chaque fois c'est issu du monde, des émissions de CO2 par pays. En fait, si on faisait le croisement entre les deux cartes, globalement, il n'y a quand même pas beaucoup de recouvrement. Donc on connaît cette notion d'inégalité, d'injustice climatique liée au fait que c'est les pays du Nord qui ont pollué globalement, alors que c'est les pays du Sud qui en subissent les conséquences. Pour en rire un peu, je vous ai proposé ici, si ça veut bien, voilà. Une image à gauche qui illustre à nouveau cette notion d'injustice climatique avec ceux qui ont les équipements et ceux qui ne les ont pas. À droite, ça fait référence à une phrase bien connue de Jacques Chirac à l'occasion d'un sommet sur le climat ou la biodiversité, je ne sais même plus, où il avait dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et là, en fait, ça reformule la chose en écho avec les projets d'aller sur Mars d'Elon Musk ou voilà, du tourisme spatial fondateur d'Amazon. Je vais vous montrer une petite vidéo qui explique une notion importante pour parler d'entreprise régénérative, c'est les limites planétaires. N'hésitez pas à réagir si jamais vous n'entendez pas la vidéo, c'est un souci. Normalement, ça devrait être bon, on a fait des tests. Ça va arriver. Ouais. D'abord, il ne faut pas confondre limites planétaires et ressources naturelles, même s'il existe un lien entre ces deux concepts. Notre consommation frénétique et croissante des ressources naturelles entraîne le dépassement des limites planétaires. Simple, basique, ok. Aujourd'hui, 5 d'entre elles ont été dépassées. Et ça, comme on dit au Québec, c'est pas correct. Mais c'est quoi les limites planétaires? Du calme, on vous explique. C'est facile, c'est hyper facile. Tout commence avec le rapport Meadows, du nom d'un des scientifiques qui l'a rédigé, qui s'intitule Les limites de la croissance et qui explique dès 1972 qu'une croissance exponentielle est insoutenable
face à une ressource eau, terre, énergie, bois, minerais finie. On répète, une croissance exponentielle est insoutenable face à une ressource finie. 40 ans plus tard, comme la réaction des dirigeants économiques et politiques mondiaux a été... On était exactement dans la... prédite par Meadows et ses potes. La grande accélération de la seconde moitié du XXe siècle, caractérisée par l'intensification des activités humaines, agriculture, industrie, logement, transport, associée à l'explosion démographique, a conduit à l'utilisation accrue des ressources naturelles. Résultat ? La planète, elle a un bobo! Alors, fin des années 2000, d'autres scientifiques en ont remis une couche. Une équipe de chercheurs dirigée par Johan Rockström établit une liste de limites planétaires. Elles définissent un espace de développement sûr et juste pour l'humanité à travers 9 processus naturels, qui, ensemble, déterminent l'équilibre des écosystèmes à l'échelle planétaire. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Cette approche offre une vision globale et transversale des risques car elle permet de suivre les interactions entre ces différents domaines. Cerise sur le gâteau, des seuils quantitatifs ont été définis pour 7 d'entre eux, c'est-à-dire les limites des limites à ne pas dépasser. Vous avez bien compris la stratégie? Ah oui, elle est très claire. C'est validé par les Nations Unies, mais, comme le rapport Meadows, tout le monde s'en cogne. Enfin, surtout les dirigeants économiques et politiques mondiaux. En janvier 2022, une 5e limite a été franchie. Bref, c'est la grosse... Soyez rassurés, la planète y survivra. C'est juste les conditions d'épanouissement de la vie sur Terre qu'on est en train de flinguer. Quelle indignité. Ironiquement, la seule chose qui ne connaît pas de limite planétaire, on dirait que c'est la bêtise humaine. N'oublions pas, quand c'est open bar pour l'homme, c'est la biodiversité qui trinque. Voilà, je trouve que ça posait mieux le cas que beaucoup de discours de ma part. Et maintenant, on va parler du coup d'autres concepts. Pourquoi il y a une barre noire ? Face à ce défi, les entreprises sont attendues, elles doivent avoir un rôle à jouer. Ici, vous avez en fait le temps moyen de détention d'une action à la bourse de New York en haut, avec, incluant le trading haute fréquence ou l'excluant. Donc on passe de 22 secondes à 11 mois. La durée d'un mandat électoral que j'ai pris pour principe, on va dire à 4 ans, peut-être 5 ans, mais voilà, c'est à peu près ça. L'espérance de vie humaine, 75 ans, et puis après des temps caractéristiques de la Terre qui peuvent aller de l'année à plusieurs milliers d'années. J'ai mis 100 ans arbitrairement, mais ça montre qu'on a un défi, l'actionnaire étant le décideur quand même d'un certain nombre de choses dans l'entreprise. On se retrouve à avoir un écart trop important entre les temps à traiter et les temps d'implication des actionnaires qui sont mis en avant ici. Je vous ai mis une citation de Bertrand Maillard qui est pris la suite de Karim Gomez à la tête de l'IFGE et qui illustre ça. L'importance des statuts. Donc moi, je vais vous parler surtout de modèles de statuts qui peuvent être la partie hard, on va dire, d'un projet régénératif dans une entreprise. Donc déjà, je vous ai fait un petit panorama ici avec un descriptif très succinct de ce que sont chacun des modèles, des statuts possibles. Société commerciale, la seule définition qu'on en a, c'est qu'elle doit porter sur un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. C'est la seule définition qu'il y en a dans le Code du commerce. La société à mission, ça, en fait, c'est une société commerciale, mais qui s'impose une raison d'être qu'elle écrit dans ses statuts et des missions qu'elle s'oblige à poursuivre et avec des modalités de suivi et de contrôle, y compris par des tiers. On verra un peu plus en détail après. Et puis, il y a 4 autres modèles, on va dire, de base. La coopérative, donc on en a parlé lors des présentations de chacun, où l'objet, c'est la mise en commun de moyens avec des principes, c'est-à-dire l'adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, donc un sociétaire égale une voix, et des excédents prioritairement mis en réserve. On voit qu'on touche au sujet de gouvernance en particulier dans ce modèle-là. La fondation, donc l'objet, c'est de réaliser une œuvre d'intérêt général. C'est forcément à but non lucratif et les membres du conseil d'administration sont bénévoles. La mutuelle, son objet, c'est forcément la prévoyance, l'entraide, la solidarité moyennant cotisation. Elle est forcément, comme la fondation et comme l'association, à but non lucratif.
Et comme la coopérative, elle a une gouvernance démocratique. Donc un adhérent égale une voix. Et enfin, l'association, c'est la mise en commun d'activités ou de connaissances. Et donc elle est à but non lucratif et il y a des plafonds de rémunération qui s'appliquent aux salariés de l'association. Donc on voit qu'il y a des contraintes surtout en matière de gouvernance et de social dans les choix de ces différents modèles. La partie environnementale, elle n'apparaît pas vraiment comme une contrainte dans le cadre de chacun de ces modèles-là. Je vous ai fait une frise, je vais tâcher de passer rapidement, sinon je vais déborder, qui essaie de récapituler l'histoire de la création de ces statuts en France depuis le XVIIe siècle. Donc le Code du commerce, c'est la première chose à être apparue, on a créé les sociétés commerciales. Et donc, je vous propose ici une échelle de lucrativité intrinsèque liée au modèle. Donc la société commerciale a une lucrativité illimitée, tandis que ce qui a été créé juste après, les associations, c'est un but non lucratif obligatoire, on l'a vu tout à l'heure, ça a été créé en 1901, tout le monde le sait. Ensuite, les coopératives et les mutuelles, ça a été créé au sortir de la guerre, avec donc, les mutuelles qui sont à but non lucratif obligatoire et les coopératives sans contrainte de ce point de vue-là. Et les fondations qui sont à perte obligatoire, c'est-à-dire il y a une dépendance au don, elles n'ont pas elles ont perte obligatoire, c'est écrit même comme ça dans la loi. Et donc on voit globalement, en fait, on a une tendance à créer des statuts qui sont de moins en moins lucratifs, on va dire, à travers l'histoire. Il y a eu la loi NRE le 15 mai 2001 qui a créé la RSE, Collectou, sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Il y a eu la loi dite Hamon en 2014 qui a créé l'économie sociale et solidaire et qui a rassemblé des sociétés commerciales, des coopératives, des associations, des mutuelles, des fondations qui respectent certains critères. Alors certains, ils sont de droit dans l'économie sociale et solidaire. Pour les sociétés commerciales et les coopératives, il y a des critères à remplir. On n'y est pas nécessairement parce que ça suppose d'accepter une baisse de lucrativité intrinsèque. Et il y a eu la loi Pacte que j'évoquais en introduction en 2019 et qui a changé la définition même d'une société commerciale. Donc une société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc en fait, la loi Pacte, elle a instauré une zone interdite dans la lucrativité des sociétés commerciales. C'est maintenant illégal, en fait, de ne pas prendre en compte, pas prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors je ne sais pas s'il y a des procès en cours depuis sur la base de cette nouvelle définition ou pas, mais voilà. Donc ça, on pourrait juger que c'est quand même une révolution, quoi. On a mis un plafond, en fait. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça, déjà ? Une révolution philosophique. Oui, parce qu'il y a la notion de prise en considération. Pour l'instant, il n'y a pas de seuil, de critères. Non, c'est un principe. Ouais, c'est un principe philosophique. Oui, j'en tiens compte. Pour ça, parce qu'il n'y a pas de seuil. On en a pas de discuté limite tangible au-delà desquelles on serait sanctionné. Donc on en a discuté en conseil d'administration, mais donc on a pris une décision. Il faut le dire comme ça. Ça change quand même la chose. Je rappelle que la définition de la société commerciale datait de 1807. Hein. Donc voilà, en 2019, on a enfin changé. Donc société à mission, ce que j'évoquais, en fait, c'est donc des sociétés qui vont choisir d'adopter certaines contraintes volontairement. Et ça s'applique non seulement aux sociétés commerciales, mais il peut y avoir des coopératives entreprises à mission. Et il peut y avoir des associations entreprises à mission. La société à mission, donc je vous ai mis la définition, je ne vais pas y passer trop de temps. Moi, je vois ça, je fais le parallèle avec ce que je vous ai mis en bas à droite, en fait. En bas à droite, c'est un label qui avait été créé par le gouvernement américain après la crise de 29, par Roosevelt, dans le cadre du New Deal, où en fait, les entreprises pouvaient afficher ce label lorsqu'elles remplissaient un certain nombre de conditions sociales, pour le coup, pas environnementales, parce que c'était, entre guillemets, la misère dans la population aux États-Unis après la crise de 29. Et donc, l'État avait besoin de l'action des entreprises pour faire remonter le niveau social, on va dire, minimal moyen de la population. Et ils avaient mis en place ce label qui, au début, n'avait pas été perçu comme une menace par des gros entrepreneurs aux États-Unis, et qui a fini par les contraindre à accepter la création de syndicats, etc. Et voilà, ils s'en sont pleins derrière, mais ça a créé quand même, ça a contribué à la réalisation du New Deal. Donc, les sociétés à mission, je disais raison d'être, donc elles doivent écrire une raison d'être dans leur statut, écrire des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre. C'est pour ça qu'on les appelle sociétés à mission. Elles se donnent des objectifs à poursuivre. Voilà. Mais ce qui est écrit, ce n'est pas vraiment la mission, c'est les objectifs. Voilà.
petite subtilité. Et donc, elles doivent créer un comité de mission dans lequel il y a forcément au moins un salarié. Ce comité de mission doit produire tous les 2 ans un rapport d'évaluation de bonne réalisation de la mission qui est contrôlé par un tiers, un EY, d'autres organismes qui font de l'audit. Si cet organisme conclut au fait que la mission, les objectifs que la société s'est fixés pour mission de poursuivre ne sont pas respectés, la société en question doit renoncer à tout affichage société à mission dans ses communications à l'extérieur. Donc elle perd quelque part l'équivalent du label que j'évoquais tout à l'heure. La société à mission, je la représente comme ça pour moi. À gauche, vous avez le cercle d'or de Simon Sinek, qui est... Sinek, pardon. Sinek, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là. Qui est une méthode de communication percutante pour déclencher l'achat du consommateur. Je ne vais pas m'étendre dessus, vous pouvez regarder, il y a des vidéos très bien faites sur Internet là-dessus. Mais on part du why et on va vers le what en passant par le how. Donc il faut partir du pourquoi. La société à mission, finalement, pour moi, le parallèle, c'est que la raison d'être est au centre, les missions objectifs, c'est le how, et puis les engagements, actions, impact, c'est le what. Et donc, c'est un concept qui peut être considéré comme percutant et créant de l'engagement, à mon sens. Par contre, il y a deux manières d'utiliser ce label. J'ai essayé de le représenter de la manière suivante. Alors, à nouveau, ce n'est pas un label, c'est un statut créé légalement. Mais donc, à gauche, on peut avoir le cas d'une entreprise qui adopte le statut de société à mission, mais qui en fait ne se l'applique qu'à une toute petite partie de ses activités. Donc elle va dire, je sais pas, c'est un McDo quoi, qui va dire qu'il lutte contre la faim dans le monde, non, qui lutte contre la malnutrition en faisant quelques actions d'éducation à une bonne alimentation. Quoi, voilà. Et à droite, vous avez un modèle où c'est le cercle d'or d'une société à impact. C'est une notion qui est rattachée à un mouvement, le mouvement Impact France, qui se veut maintenant être quasiment concurrent du MEDEF. Là, c'est une société dont la raison d'être est en fait présentée comme une raison d'agir, et donc la partie négative liée à son activité, elle est marginale, et c'est le juste nécessaire, inévitable pour réaliser son activité. Donc le même statut, c'est un risque alors, on peut appeler ça greenwashing, mission washing, comme on veut, mais en fait, il y a un risque quelque part d'utilisation biaisée de ce statut. La société impact, je passe vite, donc c'est vraiment la notion d'impact first. La société, elle est créée pour avoir un impact, elle n'est pas créée pour faire je ne sais quoi, qui est sans lien avec les défis à relever que je présentais en introduction, elle est créée pour ça. Et il y a des effets, entre guillemets, négatifs liés à son activité qu'elle ne peut éviter. Mais c'est la notion d'impact first qui est importante. Donc il y a quelque chose qui peut être considéré comme permettant de lutter contre le risque de mission washing, comme je disais, c'est le label B Corp. Alors, c'est une solution d'évaluation par un tiers du niveau de vertu, on va dire, d'une société, d'une entreprise. Donc c'est un label américain. Le principe, ça c'est leur communication, hein, c'est passer de best in the world à best for the world. Donc on retrouve la notion d'impact. Voilà. Et deux conditions au label, c'est avoir un bon score. Donc là, il y a un business impact assessment à faire en ligne, qui suppose d'ailleurs toute une production de données RSE que les entreprises parfois n'ont pas. Donc en fait, c'est ça qui crée le délai pour obtenir le label, c'est qu'il faut arriver à produire toutes ces données-là. Puis derrière, on se rend compte parfois qu'on a un mauvais score. Il faut déjà remonter la pente avant de l'obtenir. Et puis, il faut quelque part des conditions qui ressemblent au statut de société à mission créé en France par la loi. Donc, dans l'objet social, il faut quelque part écrire une raison d'être générique. Donc, la société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l'exercice de ses activités. Donc ça, c'est opposable après, hein, c'est écrit dans les statuts. Donc, et dans n'importe quelle partie, écrire la deuxième partie, là, donc, dans le cadre de cette démarche, donc, le COMEX ou je sais pas, le conseil de surveillance ou je ne sais quoi s'engage à prendre en considération les conséquences sociales, sociétales et environnementales de ces décisions sur l'ensemble de ces parties prenantes de la société et les conséquences de ces décisions sur l'environnement. Moi, j'ai du mal à faire la différence entre les deux, mais bref, globalement, ils doivent prendre en compte les conséquences de leurs décisions sur tout ce qui les entoure. Donc ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur la loi Pacte, qui a obligé à prendre en considération ces enjeux-là.
pour toutes les sociétés, pas que les bicorps. J'ai tenté ici une simulation de ce que pouvait donner le modèle bicorp et société à mission au fil du temps. Donc société à mission, en fait, le principe c'est que c'est censé permettre une amélioration de la vertu ou je sais pas, des externalités positives ou de l'impact de l'entreprise au fil du temps. Parce qu'on se crée une mission qu'on poursuit, donc on s'améliore. Le label Bicorp, quelque part, sauf à ce qu'il soit révisé au fil du temps, c'est un plancher à atteindre, et une fois qu'on l'est, ça n'incite pas à aller plus haut, en fait. Donc les deux sont complémentaires, et il faut bien distinguer les deux. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, parce qu'il est déjà 27. Hop. On va dire que le label Bicorp, c'est plus une récompense, mais en même temps, c'est une récompense entre guillemets méritée, objectivement, par un référentiel. Alors que la société à mission, c'est plutôt une dynamique engagée voilà, par une entreprise. Donc ce schéma est trop détaillé pour que je prenne le temps qu'il faut pour vous l'expliquer maintenant. Juste, on parle beaucoup quand on parle d'entrepreneuriat engagé ou d'entreprise régénérative, quelque part, les trois dimensions à évaluer, c'est le social, l'environnement et la gouvernance. Donc j'ai essayé de positionner sur ces trièdres différents dispositifs, parce qu'en fait, ils ne portent pas tous sur tous les axes. Donc, on a par exemple, je vous en ai pas parlé, 1% for the Planet, c'est une entreprise qui décide de donner 1% de son chiffre d'affaires à une assoce qui lutte, qui fait des actions de préservation ou de restauration de l'environnement, de son chiffre d'affaires, hein, pas de sa marge. Donc ça rentre dans le modèle économique, c'est radical quand même comme chose, mais c'est que sur l'environnement du coup. L'ESS que j'évoquais tout à l'heure, ça comporte une dimension de gouvernance et sociale. Donc on va dire que c'est dans le plan horizontal. Le label Bicorp, il porte sur les trois. Donc quelque part, il définit une zone d'exclusion à l'intérieur de laquelle on ne peut pas être Bicorp, et une zone d'exclusion qui va au-delà des obligations légales. Voilà, ça pousse à faire mieux. Et la société à mission, c'est une flèche, comme je disais, c'est une tendance, ça incite à l'amélioration, donc ça incite à monter, on va dire, dans le niveau d'impact sur les trois domaines, ou du moins sur un des domaines que la société s'est fixée de poursuivre. Et la fondation actionnaire, Vincent en parlera beaucoup mieux que moi, mais ça porte en base essentiellement sur le volet gouvernance, mais suivant les statuts qu'a adopté la fondation qui a pris qui est actionnaire majoritaire d'une entreprise, eh ben, elle peut imposer à l'entreprise quelque part des impacts positifs sur l'environnement et sur le social grâce à cette position d'actionnaire majoritaire. Donc les fondations, ce qui est radical dans les fondations, c'est l'affectation irrévocable de biens. C'est ça qui est radical dans la fondation, c'est que voilà, on n'a pas de retour en arrière possible. Et donc, une fondation actionnaire, elle a servi les dividendes d'une société commerciale à une œuvre d'intérêt général. Définitivement. Alors, sauf évolution de capital, je ne sais pas comment tout ça peut se décider, mais une fois que la fondation actionnaire est majoritaire, quand même, je ne vois pas bien comment on pourrait avoir des évolutions de capital qui pourraient la rendre minoritaire sans qu'elle en soit d'accord. Donc, on est vraiment sur quelque chose une philanthropie radicale choisie. C'est-à-dire que c'est le privé qui décide de la notion d'intérêt général, quelque part. Des réactions? Non, sauf qu'il y a une histoire de défiscalisation par ailleurs. Ouais. Je ne suis pas rentré dans ce niveau de complexité là, mais évidemment que derrière, il y a une incitation fiscale à créer des fondations. Donc, juste pour montrer, revenir à mon échelle de lucrativité intrinsèque entre les différents statuts qu'on peut adopter pour faire monter une entreprise, en fait. La société ou le statut juridique, c'est l'enveloppe administrative, juridique, dans laquelle on est obligé de loger une entreprise, quoi, quelque part. Donc, les fondations actionnaires, c'est une alliance, quelque part, entre les deux extrêmes de la lucrativité intrinsèque des modèles. Voilà. Et pour finir, du coup, j'ai juste, quelque part, élaboré une sorte de classement, au vu de l'analyse que j'en ai faite, de radicalité de l'engagement de l'entreprise, où la société à mission, quelque part, elle peut être positionnée un peu n'importe où en base, elle est peu contraignante, donc elle est juste au-dessus de la politique RSE, mais suivant les objectifs qu'on se fixe, à quel point ça recouvre l'activité de l'entreprise, etc., ça peut être vraiment ça peut devenir une société à impact, en fait, comme je disais tout à l'heure, donc ça peut être extrême.
Et puis, la radicalité de l'engagement de l'actionnaire, bah, c'est adopter les modèles d'entreprise qu'il y a au-dessus et aller jusqu'à céder son capital à une fondation actionnaire. Voilà. Voilà. J'ai fini ma présentation, donc on peut échanger dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Merci. Merci Vincent pour cet éclairage. Oui, je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions. En fait, la problématique, c'est le niveau d'incitation concrète, parce qu'il y a beaucoup d'intentions, il y a beaucoup de choses qui sont formulées, mais après, en termes de réalisation, alors le RSE, c'est des batteries d'indicateurs, par exemple, il y a une entreprise à mission. La question, c'est de savoir comment est vérifié, non pas seulement dans les intentions, mais dans le niveau de réalisation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et où sont effectivement les seuils à partir de. Quand on dit on prend en compte les externalités, c'est une attention. Mais derrière, quel est le niveau d'impact que ça génère, pas d'impact positif que ça génère, là c'est le plus long. Et c'est pour ça que l'alliance entre société à mission et Bicorp est intéressante, je trouve. Enfin, pareil, Vincent Wissner en parlera probablement mieux que moi, mais société à mission, il y a cette obligation à faire appel à un organisme tiers indépendant qui peut vous faire perdre le statut de société à mission, quoi. Donc, c'est une menace, quoi, qui oblige à respecter ses objectifs. Vous remarquerez, ce n'est pas écrit atteindre, respecter. Donc, quand on met des moyens qui sont quelque part en cohérence avec les objectifs qu'on s'est fixés, mais qu'on ne les atteint pas, je pense qu'ils considèrent que c'est respecté. Voilà. Y a eu, j'ai pas d'études là-dessus, mais il y a eu beaucoup de rapports d'OTI qui ont été produits peu de temps après la sortie du décret qui fixait la manière de faire ces contrôles-là. Et il y en a une assez grosse proportion, d'après la directrice de la communauté des entreprises à mission, qui concluait à une absence possible de conclusion. C'est-à-dire qu'il disait que, quelque part, la société qu'ils ont auditée n'avait pas produit suffisamment de données pour qu'ils puissent conclure. Ça, c'est une conclusion, l'absence de conclusion, qui peut être valable une fois. La deuxième, c'est sanction, quoi. Enfin, voilà. Donc, on va avoir bientôt, je pense, des deuxièmes rapports d'OTI qui vont peut-être faire perdre des statuts et donc faire diminuer le nombre de sociétés à mission, par exemple, en France, alors qu'ils sont en croissance depuis la création du statut. Pour rejoindre le commentaire de monsieur, vous avez dit l'échelle. Pour moi, l'échelle, elle n'est pas liée à un statut, elle est liée à effectivement la volonté d'agir et qu'est-ce qu'ils font en interne. Bicorp, c'est quand même très exigeant parce que pour avoir le renouvellement de la labellisation, il faut faire mieux que la dernière fois. Donc il y a une tendance à l'amélioration. Très, très clairement. Il y a cette volonté d'amélioration continue. Et après, moi, je connais des boîtes qui n'ont aucun label, qui font à la RSE depuis des dizaines d'années, qui ont ça dans leur ADN, mais qui font mieux que toutes les boîtes qui ont, je ne sais pas quel label, ou qui sont sociétés à mission. Je lisais dans une liste, ce matin, j'étais sur un cours sur les social business models, donc ce sujet-là, et les étudiants m'ont sorti la liste des entreprises à mission en France, entreprises engagées. Boursorama est dedans. J'ai été en Boursorama pendant très longtemps. Quand on s'est actionnaire, c'est 100% Société Générale qui est un des principaux investisseurs dans les énergies fossiles. Je ne vois pas très bien ce que ça a de Société à mission. Non, mais on ne peut pas le reposer. Ils ne sont pas Société à mission. Boursorama, je n'en avais jamais entendu parler de ce concept chez eux. Voilà. D'où la complémentarité avec il y a des Bicorp qui sont très très bien. Il y a des Bicorp pour lesquels ça a été très polémique, pour ne pas en citer un gros fabricant de bouteilles plastiques, parce qu'ils font énormément de choses en RSE, mais fondamentalement, ils ont des économies plastiques. Voilà, donc c'est pas une question de statut pour moi, c'est une question de volonté d'agir, de est-ce que c'est dans votre ADN, est-ce que intrinsèquement vous avez envie de faire quelque chose ou pas, et pas que pour de la com, ou que pour du label, ou que pour de l'affichage. Parce que sinon, on est dans ce que vous disiez, vous parlez de mission washing ou de greenwashing, très clairement. Et du coup, on ne résout pas le problème des enjeux. C'est ça, fondamentalement. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, mais surtout, on ne résout pas le problème de base. J'ai une question sur l'intérêt de la démarche. Alors, je ne parle pas de l'intérêt intrinsèque, de respecter les différents aspects environnementaux, sociaux, etc. Mais du coup, ça aboutit à l'obtention d'un label, d'un titre, on va dire d'un tampon qui dit voilà, on est une société qui fait ceci.
Du coup, c'est un gain d'image qui a du coup un but de démarcation commerciale, j'imagine. Alors, ça, pour que ça soit incitatif, ça veut dire que le public, le consommateur, doit être réceptif à cette démarcation. Par exemple, voilà, il y a plein de sociétés qui ont peut-être ce label-là. Si l'acheteur n'est pas au courant, finalement, ça ne met pas assez en valeur. Et peut-être sur beaucoup de grandes entreprises, ça reste du coup pas à des consommateurs en particulier, mais notamment des maîtres d'ouvrage, c'est peut-être au niveau des acheteurs qu'il peut y avoir cette pression qui s'exerce sur les entreprises qui produisent des services pour les inciter à mettre en place ces mesures-là. Je pense qu'il y a la responsabilité de l'entreprise, il y a la responsabilité du consommateur qui doit aussi sanctionner. Et qui doit du coup avoir des compétences qui. Voilà, créer cette culture-là pour que du coup les efforts de l'entreprise se traduisent, surtout l'absence d'efforts se traduisent par une sanction du commercial derrière, pour créer un sens et une incitation. Du consommateur qui est en B2C et de n'importe quelle partie prenante par ailleurs. Maintenant, les fonds d'investissement, ça devient très rare, même quand vous êtes un fonds impact, d'investir dans une structure s'il n'y a pas de critères ESG derrière, s'ils ne répondent pas aux critères environnementaux, sociaux, gouvernance exigés par